La notion d'humanité renvoie à celle de l'homme en elle-même. Mais comment certains écrivains ont-ils cherché à poser les frontières de l'humanité? Pour répondre à cette interrogation, il s'agira d'abord de se pencher sur la monstruosité physique, puis de s'intéresser à la monstruosité morale, amenant à s'interroger sur la nature humaine. Les monstres sont des créatures imaginaires surprenantes par leur apparence ou leur comportement, comme Cerbère, chien de la mythologie grecque à 3 têtes gardant les portes des enfers dans la comédie divine de Dante. Leur monstruosité est basée sur leur démesure, à la fois abominable et contre nature. Les figures monstrueuses font alors office d'allégorie et d'incarnation du mal. Plus tard, Ambroise Paré cherchera à définir les monstres dans Des monstres et prodiges, au XVIe siècle. Il écrira alors que ce sont toutes choses qui apparaissent outre le cours de la nature, comme les prodiges sont des choses qui viennent du tout contre nature. Au XIXe siècle, Bram Stoker écrit le roman épistolaire Dracula. Cette créature est un vampire immortel dissimulant sa vraie nature. Il y est présenté comme un monstre sans cœur se nourrissant du sang des hommes, une représentation du mal absolu au pouvoir surnaturel. Il pose les limites du bien et du mal, la bête et l'homme, la vie et la mort. La notion de monstre, tyrannique et difforme, perdure dans le temps. Peuplant de nombreux récits, ils ont donc permis aux hommes de s'interroger sur la frontière entre le normal et l'anormal, l'humanité et l'animalité. Montaigne, humaniste, donne toutefois une leçon de tolérance à travers le chapitre 30 du livre 2 des Essais, au sujet d'un enfant monstrueux. La monstruosité peut néanmoins cacher une belle âme, et dévoiler des monstres bien plus humains que les hommes. C'est ce que Victor Hugo cherchera à démontrer par le biais de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Ce dernier, malgré un corps informe qui emprisonne un esprit, est intelligent et sensible, et a aimé jusqu'à la mort, infiniment plus que d'autres hommes. Cet écrivain romantique poursuit d'ailleurs sur le thème de la monstruosité dans L'homme qui rit. Gwynplaine est un enfant mutilé devenu un monstre grimaçant, dont le rire s'impose à tous, au cœur d'un tourbillon de sentiments. Victor Hugo y marie le laid et le beau, par des contrastes entre physique et âme, et enseigne aux hommes que ce n'est pas la chair qui est le réel, c'est l'âme. Tout cela amène forcément à penser à La Belle et la Bête, écrit par Jeanne-Marie le Prince de Beaumont en 1756. Dans ce célèbre conte, Belle est épargnée par cet animal effrayant, et se rend compte que ce dernier, derrière ses terribles traits, est en réalité un homme bon et malheureux, victime d'un sortilège que seul un amour véritable peut rompre. Cette interrogation majeure quant à la définition des limites de l'humanité s'adapte toutefois au grand public également. En effet, certains récits tels que La Belle et la Bête ou encore Notre-Dame de Paris, par le biais du bossu de Notre-Dame, sont repris dans le temps. Le visuel insiste alors encore plus sur l'aspect de la monstruosité physique. D'un autre côté, pour Oscar Wilde, dans Le Portrait de Dorian Gray, la monstruosité se cache parfois derrière l'être humain lui-même. Cette dualité du bien et du mal, de l'horreur et la beauté, révèle le côté sombre des individus, dans lesquels les monstres se glissent progressivement, et agissent telle une projection du mal intérieur qui ronge l'homme. La notion de monstre traduit donc bel et bien les peurs et obsessions des hommes, et Mary Shelley l'a bien compris. En effet, Frankenstein ou le Prométhée moderne, roman épistolaire du XIXe siècle, dépeint à la fois les angoisses du créateur face à ce monstre hideux auquel il a donné la vie et celles de la créature. Matheson, lui aussi, engagera en 1896 dans son roman de science-fiction L'île du docteur Moreau une profonde réflexion sur les dangers de la science et du progrès, l'essence de la nature humaine, la différence entre homme et animal et l'identité, au moment de la théorie darwinienne de l'évolution notamment. La dualité entre bien et mal se retrouve encore dans L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, court roman de Robert Louis Stevenson. Il y aborde le portrait d'un psychopathe monstrueux schizophrène, dont la sombre facette représente en réalité le monstre qui sommeille et a trouvé refuge en chacun de nous. Enfin, la monstruosité a surtout permis aux hommes de se pencher sur leur propre nature. Mauriac pose le mystère du mal dans son roman éponyme Thérèse d'Esquerroux. Cette femme complexe a tenté de tuer son mari. Son immoralité, en tant que criminelle libre, est l'interrogation même du roman, associée au tourment de l'âme et aux aspects les plus sombres de la nature humaine. Mais comment parler de l'humanisation du monstre et de la déshumanisation de l'homme sans mentionner l'histoire? En effet, de l'Antiquité au XXIe siècle, l'homme semble parfois avoir cherché à atteindre le paroxysme de l'horreur vis-à-vis de ses semblables, coupable de son propre abrutissement.
La condition humaine, de Malraux, est basée sur la vérité humaine. Le récit se déroule pendant la Révolution chinoise. Il y joue avec les échelles, allant de l'individu au mouvement communiste, réduisant les hommes à néant. La condition humaine semble alors ne pas être assez humaine, prise dans les rouages de l'engagement politique et les dilemmes de la condition de l'homme. De plus, l'abomination dont l'homme peut parfois être capable est parvenue à son apogée au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte historique où règne la terreur. En effet, cette exacerbation de la monstruosité affligée à l'humain, par l'humain, et celle de la déshumanisation des hommes a inspiré de nombreux écrivains. Si c'est un homme est un roman bouleversant de Primo Levi sur l'Holocauste. Il n'y juge pas l'agonie quotidienne, la vie et la mort, l'indifférence, la générosité ou l'égoïsme ou encore l'avilissement de l'homme, mais cherche juste à comprendre comment une pareille monstruosité a pu être atteinte, comment des êtres humains eux-mêmes ont pu prendre part à une telle horreur, inqualifiable, impensable. Malgré la tentative de repousser cette monstruosité dite contre nature, cette dernière s'est emparée des hommes et a fini par trouver refuge en eux. Dans la phénoménologie des corps monstrueux de Pierre Ancet, c'est du monstre humain, celui qui nous ressemble, dont il est question. Il y analyse le rôle de miroir que joue le monstre, miroir laissant voir le passé et l'avenir du vivant. Qu'elle soit donc physique ou morale, l'incarnation du mal ou l'apparition d'un bien qu'elle camoufle, la monstruosité dévoile bien l'extrême fragilité de tout ce qui donne un sens à l'existence et la condition humaine. Et cela est particulièrement remarquable dans la littérature au cours des siècles.